astrologue, auteur, symboliste, conférencier, astrologue. Sa conférence, La voix du héros. Le héros des mythes et des contes est éminemment conscient d'un manque au sein de sa communauté. Alors il entend l'appel et a le courage de quitter les siens pour aller vers un élargissement de sa conscience. À tous ceux et celles qui sentent ce manque en soi et dans le monde, la voie héroïque propose un chemin. Nous l'explorerons notamment en suivant Hercule dans son premier travail, la capture du lion de Némée. Bonjour à tous. On va évoquer ce soir ou cet après-midi, je ne sais pas, la question de l'évolution que je développerai tout à l'heure à travers le premier travail d'Hercule qui est la capture du lion de Némée. Mais auparavant, je voudrais faire une petite survol général de la notion d'évolution parce qu'au fond, c'est une force de la nature. On voit bien, on est passé de l'algue brune à la diversité et à la richesse du vivant aujourd'hui. Et il semblerait que l'évolution se caractérise par deux choses. D'une part, par la croissance en spécialisation et en diversité. On le voit dans la multiplication des modèles de plantes ou des modèles d'animaux, par exemple, avec leurs caractéristiques spécifiques. Et puis par une force contraire qui est une force d'unification. Par exemple, l'enfant, lorsqu'il est au stade du miroir, il rassemble différentes parties psychiques de lui-même, donc qui ont été créées par son histoire, par le transgénérationnel, etc., pour en créer une unité et dire « je ». Donc on voit bien ici que l'évolution est une force duelle, d'une certaine manière, qui aspire à la fois à la diversité, ça s'appelle la liberté sur le plan psychologique, et qui aspire à l'unité, ça s'appelle, on va dire, la fraternité, c'est-à-dire la conscience qu'on a tous, on vit tous sur les bases d'une même racine, d'une même base. Alors sur le plan humain, l'évolution peut avoir au moins trois sens, c'est-à-dire elle peut être projetée en son extérieur, c'est-à-dire on va chercher à évoluer sur le plan professionnel, à augmenter son niveau de vie d'une certaine manière. Elle peut être réorientée vers l'intérieur, à ce moment-là, on va s'orienter vers le développement personnel, c'est-à-dire comment est-ce que je peux me sentir plus à l'aise et dans un mieux-être dans ma vie personnelle. Et puis elle peut être ouverte vers ce que j'ai appelé le développement impersonnel, c'est-à-dire à ce moment-là, l'évolution, c'est par l'intérieur contacter la nature de l'univers et entrer en contact avec la pure conscience, la pure joie, la pure béatitude et la pure existence. Donc au fond, la question des enveloppes dans le développement va avoir plusieurs sens. C'est-à-dire dans le développement personnel, on va chercher à déployer ces enveloppes pour fleurir d'une certaine manière et trouver la fleur du moi, affirmer la fleur du moi, de notre moi. Et dans le développement impersonnel, il va falloir au contraire se délester de toutes ces enveloppes pour contacter ce que le poète disait dans son langage très, très intuitif, « je est un autre ». Peut-être qu'il y a quelqu'un, un être psychique, pour reprendre le terme d'Aurobindo, au fond de nous-mêmes et qui est notre véritable identité. Et c'est ce à quoi va nous inviter les 12 travaux d'Hercule, c'est-à-dire passer du personnel à l'impersonnel, tout en explorant par la conscience notre réalité profonde, c'est-à-dire la nature de l'univers, dont nous sommes une idiosyncrasie, c'est-à-dire une particule spécialisée, différenciée et libre, mais qui, au fond, va être nourrie par cette grande conscience que le développement impersonnel va être amené à contacter. Du coup, il est important de se poser la question, qu'est-ce que, pour moi, l'évolution ? Est-ce que c'est aller vers un mieux vivre et à ce moment-là satisfaire une forme d'ambition professionnelle ou sociale ? Est-ce que c'est aller vers un mieux-être et à ce moment-là nous serons dans le développement personnel afin d'harmoniser les différentes parties de moi-même pour me sentir plus à l'aise, traverser mes peurs, traverser mes angoisses, traverser ma culpabilité, etc. Ou est-ce que c'est aller vers un plus-être, c'est-à-dire être dans cette confiance absolue
qu'il y a quelque chose de plus grand que moi en moi et le laisser infuser, le laisser de plus en plus transparaître à travers moi. Et à ce moment-là, nous acheminons en fait vers les sommets de la conscience, c'est-à-dire vers ce que l'être humain peut atteindre au maximum de son évolution complète, totale. C'est exactement ce qui est dit lorsque Hercule atteint son 10e travail, qui est la capture des bœufs de Gérion. Donc les mythes, au fond, les mythes grecs sont des parchemins, le yoga de l'Occident, au fond, c'est-à-dire c'est des chemins initiatiques qui, sous forme d'images, sous forme d'histoire, va nous conter la meilleure manière de nous réunir avec le divin, avec notre essence, avec la nature du réel. Et les travaux d'Hercule, la voix du héros, est l'un de ces mythes, l'une de ces propositions de l'Antiquité grecque, qui nous indique un chemin très précis avec 12 étapes sur la meilleure manière, enfin sur la manière en tout cas, d'atteindre à cette conscience-là, c'est-à-dire de nous unir, c'est le sens du mot yoga en Inde. Yoga veut dire union avec le divin, de nous unir avec la nature de la réalité, la nature profonde de la réalité. Donc je vous propose pendant cet entretien d'explorer la nature du héros et le premier travail d'Hercule, la première porte qu'il va ouvrir pour élargir sa conscience et atteindre à cette dimension essentielle de lui-même. Dans les mythes, le héros est le personnage qui est toujours né d'un dieu et d'une femme. C'est-à-dire, au fond, il porte en lui une double identité. C'est-à-dire, il a sa nature humaine, bien sûr, puisque sa mère est une humaine, et il porte aussi en lui la conscience qu'il y a quelque chose en lui de plus grand que lui, puisque son père est un dieu. Dans le cas d'Hercule, c'est Zeus et Alcmène qui eurent 3 nuits d'amour afin que le jeune Héraclès, le jeune Hercule, puisse naître. Donc ce point est important parce que dans les mythes et dans les contes, du reste, notre destinée héroïque commence lorsqu'on entend l'appel. Entendre l'appel, ça veut dire quoi? Alors, ce n'est pas des cloches qui sonnent au loin et qui nous disent « il faut que tu fasses ceci ou cela ». C'est sentir au fond de soi cette sorte de murmure du cœur, à la fois discret et pressant, qui nous dit « voilà, ta vie est courte et c'est ça que tu dois accomplir, c'est vers ça que tu dois aller, même si tu ne sais pas encore comment y aller, même si tu n'as pas encore une vision très claire de ce que c'est, parce qu'en fait, tu le découvriras au cours de ton voyage. Il y a quelque chose au fond de l'être qui lui dit si tu n'écoutes pas le murmure de ton cœur, il y a quelque chose en toi qui va vriller, c'est-à-dire tu vas tomber malade, tu vas avoir un accident, tu vas tomber en dépression, etc. Simplement parce que cet essentiel de soi s'éveille et il est si important de l'écouter. Pourquoi il est si important de l'écouter ? Parce que nul autre que nous-mêmes ne pouvons l'accomplir. Je disais tout à l'heure que l'évolution était aussi une question de différenciation. Chacun d'entre nous est unique et c'est en écoutant la voix de ce cœur, la voix de ce murmure, que nous pouvons apporter une pierre unique à l'élaboration de la société et à la gloire de l'univers, si je puis dire les choses comme ça. Et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Donc d'une certaine manière, chacun est indispensable, même si nul n'est irremplaçable. Parce que si nous ne le faisons pas, bien sûr, quelqu'un d'autre le fera, mais à sa manière. Donc le héros va écouter l'appel. Et une fois qu'il écoute l'appel, qu'il entend l'appel, eh bien, il faut du courage pour se mettre en route. Ça, c'est une des grandes qualités héroïques, à condition de bien comprendre le courage dans son sens étymologique. La racine indo-européenne cuer, C-U-E-R, a donné le mot cœur et a donné le mot courage. Donc le courage est un élan du cœur. Le courage n'est pas un aspect de la volonté ou un aspect de la bataille. Le courage, c'est une puissance qui va sortir, émerger du cœur, comme dans nos anciens classiques, vous savez, Rodrigue, as-tu du cœur pour venger cet affront? As-tu du courage pour venger cet affront? Donc c'est ce courage-là qui est demandé au héros, et lorsqu'il a contacté ce courage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. Alors partir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans les mythes comme dans les contes du reste,
abandonner sa famille, abandonner ses enfants, abandonner toute forme de sécurité. Ça, c'est aussi un point important parce que le héros est seul, en réalité, dans son travail. Mais la solitude est à la fois un fardeau pour lui, il faut le reconnaître, mais aussi son pain, un peu comme le paysan d'Antiquité ou au Moyen-Âge portait sa gerbe de blé. Il la porte seul, mais ce blé, c'est son pain. Parce qu'il est seul, il se mettra en condition intérieure d'être aidé par, les textes anciens nous disent par les dieux, mais en réalité par des signes, par un chant d'oiseau, par une phrase écoutée à la radio, par une rencontre, par une image qui lui arrive, etc. Donc une fois qu'on se met en route, chaque chose va faire signe pour nous accompagner sur notre chemin. Donc le héros a du courage, le héros va abandonner les siens, c'est-à-dire qu'il va abandonner toute forme de sécurité, en réalité, matérielle, affective et aussi intellectuelle, c'est-à-dire il s'agit dans une certaine mesure d'abandonner nos systèmes de représentation. Hercule est quelqu'un qui s'engage, c'est pas un intellectuel prométhéen qui écrit des thèses sur la sociologie ou sur les nouvelles inventions. C'est quelqu'un qui apprend par l'expérience. Hercule, le seul livre qu'il ait lu dans sa vie, c'est un livre de cuisine. Il aimait bien manger. Donc oser quitter le monde connu, oser quitter son confort affectif, ce qu'on appelle souvent cette zone de confort, pour aller vers l'inconnu. Donc, il faut aussi d'autres qualités pour que le héros puisse réussir son parcours. Une des qualités essentielles qu'il va d'ailleurs acquérir complètement lors de son premier travail, c'est l'invulnérabilité. Alors l'invulnérabilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir touché cet espace intérieur, qui est toujours l'espace du cœur en réalité, où on n'a plus le besoin d'être aimé, et où on est, du coup, cette espèce de clairière intérieure, cette paix profonde, au moins une fois dans sa vie, cette paix profonde qui fait que notre existence ne dépend plus du monde extérieur. Il y a un moi, un être profond au fond de nous-mêmes qui n'est plus dépendant du regard des autres, qui n'est plus dépendant du fait d'être aimé ou rejeté, qui n'est plus dépendant des critiques et qui n'est plus non plus, bien sûr, dépendant des flatteries ou des compliments. Donc c'est cet espace d'unité à l'intérieur de soi-même, ça c'est la deuxième facette de l'évolution que j'évoquais tout à l'heure, à partir duquel vont se faire du reste les 12 travaux. Donc c'est ça l'invulnérabilité. C'est pas mettre une carapace, une armure, c'est pas se protéger du monde, c'est se réfugier dans le propulsif divin qui est au cœur de notre cœur. Et puis le héros, une autre qualité du héros, c'est la croissance. La croissance, ça paraît simple, parce qu'on voit bien qu'une plante, elle croît naturellement, un arbre, ça grandit naturellement, mais pour un être humain, c'est plus compliqué, parce que la croissance, ça veut dire accepter en permanence les petites morts qui surviennent en nous et qui nous amènent à changer complètement d'identité, de nature. Donc la croissance est liée au fait d'accepter les transformations à chaque instant qui surgissent en nous pour devenir quelqu'un d'autre. Et au bout du processus, on sera effectivement devenu quelqu'un d'autre. Et la dernière qualité que je voudrais évoquer ici, c'est donc courage, invincibilité, croissance, et la dernière, il faudra faire une petite coupure. La dernière qualité que je veux évoquer ici, c'est la fidélité. Fidélité à quoi ? Fidélité au murmure de son cœur, fidélité à son appel, qu'il a reçu et qu'il a accueilli, qu'il a accepté. Fidélité vient du latin fides, qui veut dire foi. Donc, et on a le mot fréquenter dans fidélité. Fréquenter, ça veut dire revenir fréquemment vers quelque chose. Donc, une autre qualité du héros, c'est sa capacité à revenir fréquemment avec foi, avec confiance, vers ce qui l'anime en essence, ce qui l'anime profondément, ce qui lui donne de la joie, ce qui lui donne
de l'impulsion pour se transformer lui-même, accepter toutes ces petites morts et aller vers le monde, si tel est son choix. Mais en tout cas, ici, le héros, on va le voir, est quelqu'un qui va rapporter les fruits de ses travaux au monde, mais qui n'appartient déjà plus à ce monde. Donc je vous invite à vérifier si vous avez l'appel, si ces qualités que j'ai évoquées, invulnérabilité, fidélité, croissance, courage, bien sûr, sont déjà présentes en vous. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de les avoir développées, parce que c'est en marchant qu'on avance. Mais au moins, s'il y a une espèce de fragrance de ces qualités-là qui va être cultivée tout au long du parcours héroïque. Juste avant les 12 travaux, Hercule a déjà un peu de bouteille. C'est-à-dire, pour simplifier, il était délinquant dans une banlieue et puis il s'est fait un nom dans la société. Il a épousé une jeune femme, il a eu beaucoup d'enfants, enfin plusieurs enfants. Et puis, donc ça c'est en version moderne, mais en version grecque, c'est il a tué son professeur de musique. Il a ensuite été très créatif en ayant des aventures amoureuses avec 50 filles, les filles de Thespis, qui veut dire aux sonorités divines. Donc on a une idée de création, floraison de création. Et après, il s'est marié avec Mégara et il est devenu roi de Thèbes. Donc c'est quelqu'un qui a déjà réussi son évolution sociale, son évolution extérieure. Et il a en même temps, à ce moment-là, il est pris par un coup de folie, envoyé par Héra, et il brûle dans un grand brasier ses enfants, la peau de lion qu'il avait déjà, d'un précédent lion qu'il avait conquis, et il abandonne tout. Donc il est pris d'un coup de folie, et il va voir la Pythie. Et la Pythie, à ce moment-là, lui dit, écoute, pour solutionner ton problème, tu vas devoir faire les 12 travaux. Donc au fond, on est bien dans cette situation où la personne est arrivée au sommet de son développement personnel et social. Elle quitte son monde, elle quitte son univers, elle se met vraiment en danger et elle va entamer ces 12 travaux. Alors le premier travail d'Hercule qui lui est demandé par un personnage qui s'appelle Eurysthée. Eurysthée veut dire celui qui repousse au loin les limites, celui qui repousse vigoureusement au loin les limites. Donc Eurysthée, c'est celui qui va amener Hercule à élargir beaucoup plus, toujours étape après étape, la largeur de sa conscience. Parce qu'évidemment, il va conquérir des monstres, il va développer des qualités particulières donc, qui sont dans le monde imaginal, dans le monde invisible et pas dans le monde concret, dans le monde visible. Le premier travail se présente de la manière suivante. Eurysthée lui dit tu vas devoir aller massacrer, c'est le terme qui est utilisé, un lion gigantesque qui est mangeur d'hommes, qui dévore de la chair humaine, et il se trouve là-bas, du côté du mont Trétos. Alors Hercule, bien sûr, dit oui. Donc aussi cette grande qualité du héros, c'est-à-dire c'est d'obéir en toute humilité à sa voix intérieure, puisque en fait, dans le mythe, Eurysthée, c'est une espèce d'usurpateur qui a la fonction sociale qu'Hercule aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu la jalousie d'Héra. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui se met à genoux intérieurement devant l'ordre qu'il reçoit en fait d'Eurysthée, c'est-à-dire en fait des dieux, puisque les dieux parlent à travers lui. Donc je vous raconte l'histoire et après on va la décoder symboliquement pour essayer de comprendre le sens de ce grand travail. Donc Hercule se met en route, il arrive à midi sur le mont Trétos, mais juste avant d'arriver, il va rencontrer un berger qui s'appelle Molorchos. Et ce berger lui dit « Écoute, si tu ne reviens pas, tu vas aller évidemment chasser ce lion, si tu ne reviens pas, je sacrifierai en ton nom aux dieux, et si tu reviens, je sacrifierai au nom de Zeus Sauveur. » Donc la première idée qui est là derrière, c'est que au fond,
pour réussir la quête, il y a une acceptation de mourir. Et on va le voir, ce travail va tourner autour de la mort initiatique. Donc Hercule arrive vers midi au mont Trétos, et là, il commence à rien voir, c'est-à-dire les paysans sont enfermés dans leur demeure, les herbes folles poussent partout. Il regarde autour de lui, il demande où est le lion, par là, non, il est par là, enfin bref, il n'entend que des informations contradictoires. Et puis à un moment, derrière un fourré, il voit le lion le lion de Némée, qui est en train de se repaître de sa dernière victime humaine. Hercule s'approche. Le lion ne l'agresse pas, mais Hercule s'approche, et puis avec sa fidèle épée, il lui envoie un grand coup d'épée sur le dos. Il lui envoie un grand coup d'épée sur le dos. Et en fait, la peau du lion est invulnérable, c'est-à-dire le lion ne sent rien. Après cette première rebuffade, Hercule lui envoie une volée de flèches bien sentie avec son carquois. Là encore, le lion sent rien non plus. Et puis, en désespoir de cause, il prend sa fidèle massue et il lui assène derrière les oreilles un grand coup. Les oreilles du lion lui tintent, nous dit le texte, et à ce moment-là, l'animal va se réfugier dans sa caverne. Hercule le suit, mais c'est une caverne à double entrée. Et donc, on voit bien l'image, c'est-à-dire quand Hercule arrive par une entrée, le lion sort par l'autre, et il re-rentre par la première entrée, et on a un jeu de chasse-poursuite qui dure un petit moment. Alors, Hercule est perplexe, il s'appuie sur sa massue, il se dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et il a une idée, tout à coup, il va obstruer, soit avec un filet, soit avec des brandons, selon la version du texte, une entrée de la caverne, se présenter à l'autre entrée, et nous dit le texte, c'est sans armes qu'il entre dans la caverne. À ce moment-là, après, il va faire face au lion, le prendre avec ses deux mains et l'étouffer. Alors le combat est rude parce que dans la bataille, il va perdre l'auriculaire. Mais il va tout de même finir par l'étouffer. Après ce rude combat, Hercule va s'endormir. Et on imagine que ça va durer 30 jours, puisque c'est seulement après 30 jours qu'Hercule va se réveiller et descendre en courant pour rejoindre Molorcos, qui le croit mort, donc qui est prêt à sacrifier aux dieux. Mais en chemin, Hercule va quand même se tisser une couronne de persil. Alors bien sûr, dans le mythe, tous les détails sont importants. Il va aller dans la maison de Molorcos, sacrifier ensemble à Zeus Sauveur, et après, Hercule va tirer derrière lui ce lion mort, ce lion étouffé, et le ramener vers Tyrinthe, la ville d'Eurysthée. Lorsque Eurysthée le voit arriver au loin, ce géant magnifique qui tire un lion et qui soulève de la poussière derrière lui, il prend peur. Il lui interdit l'entrée dans la ville. Il se fait construire une jarre de bronze qu'il va faire enterrer, dans laquelle il va se mettre, pour faire dire à Hercule, par son héros, Aüté, cette fois-ci, le porteur de la parole du roi, tu laisseras dorénavant les fruits de tes travaux à l'entrée de la ville, et tu n'entreras plus dans la ville. Bon, Hercule sait que ce pauvre Eurysthée, il est un peu lâche, mais il a une question importante. C'est comment va-t-il faire pour dépecer la peau du lion qu'il vient de capturer et d'étouffer en réalité. Sur une inspiration divine, nous dit le texte, il prend une griffe de l'animal et cette griffe va lui permettre en effet de couper la peau et de le dépecer, c'est-à-dire en fait ensuite il va se vêtir de la peau de l'animal et il se sera ainsi construit une nouvelle protection, puisque l'animal est invulnérable, la peau est invulnérable, protection d'invulnérabilité, et sa gueule va lui servir de casque. Donc Hercule a fini ce premier travail. Donc comment on peut le lire, comment on peut l'interpréter ? On imagine la scène, puisqu'on sait que Hercule a déjà tué un premier lion, le lion de Cithéron. Donc on imagine la scène
dans la grotte. On a un lion, c'est-à-dire Hercule habillé d'une peau de lion, qui regarde un autre lion et qui va étouffer ce deuxième lion. Donc au fond, ce travail consiste à se tuer soi-même, c'est-à-dire à mourir dans cet espace de grotte, ce lieu de l'intimité profonde, en se regardant en face, sans tricher, et à s'étouffer. Alors on va voir tout à l'heure le symbolisme, mais pourquoi le travail est difficile? Parce que comment le doigt qui désigne peut-il se désigner lui-même? Comment l'ego qui veut se changer peut-il se changer lui-même, puisque c'est encore une partie de cet ego, de ce moi, qui veut être plus beau, plus grand, plus riche, plus généreux, avoir plus de vertu, plus de mieux-être, plus de plénitude, etc. Donc la situation n'est pas facile, c'est-à-dire comment aller vers une transformation profonde alors que ce que je veux transformer est déjà une chose qu'il va falloir transformer, qu'il va falloir métamorphoser. Alors, c'est à cette question que tente de répondre le mythe dans tout ce processus initiatique qui nous est proposé. Il faut voir que les mythes fonctionnent comme les rêves, c'est-à-dire l'ensemble des signifiants du mythe font partie du personnage, font partie du rêveur. Donc Hercule, c'est à la fois Molorchos, c'est à la fois le lion, c'est à la fois Eurysthée, c'est-à-dire ce désir d'aller vers une expansion de conscience, etc. Alors dans un premier temps, Hercule, tout se passe dans la lumière, puisqu'on a les 30 jours que j'ai évoqués, qui est un mois solaire. Hercule arrive à midi sur le mont Trétos, mais néanmoins il ne voit pas la trace du lion. Autrement dit, sa superbe, sa conscience solaire, sa conscience de lumière, l'empêche de voir les dégâts qu'il fait dans le monde extérieur. L'empêche de voir que par sa simple présence, puisqu'Hercule était roi de Thèbes, il faut le rappeler, donc il est dans le summum de l'accomplissement personnel, du développement personnel, sa superbe l'empêche de voir que les autres se réfugient dans leur maison et n'accomplissent plus leur fonction, c'est-à-dire les paysans ne cultivent plus la terre. Et puis, à un moment, il voit le lion. Alors, c'est quoi le lion? Il faut revenir vers l'histoire, vers l'étymologie, vers les racines de ce lion. On nous dit qu'il y a plusieurs versions sur la naissance du lion. Dans un premier temps, on nous dit qu'il est né de la lune, et que dans un grand frisson, la lune l'envoya sur Terre en Argolide pour que ce travail puisse avoir lieu avec Hercule beaucoup plus tard. Une autre version nous dit qu'il est né de l'écume des flots, comme la divine Aphrodite. Et puis une troisième version, qui ferait d'ailleurs la joie des thérapeutes familiaux, il vient d'une généalogie de monstres, et qu'il n'a, la vipère femelle, c'est-à-dire c'est les forces de résistance de notre inconscient, en réalité. Dans cette jolie famille, on a la chimère, on a le dragon qui garde le jardin des Hespérides, on a le cerbère, le chien tricéphale qui garde les enfers, on a... qu'est-ce qu'on a encore? On a Orthros, le chien à deux têtes du 10e travail, les bœufs de Geryon, etc. Autrement dit, les chiens, les dragons, les monstres de toute Acabie sont en réalité des gardiens. Ils vont vérifier que l'on est capable d'entrer dans le monde du mystère, d'entrer dans le monde magique, sans se laisser broyer. Donc au fond, c'est des gardiens, à la fois des protecteurs d'une certaine manière. Donc ce lion est un monstre. Ce lion appartient à la grande famille des monstres. Pourquoi c'est un monstre? Pourquoi c'est un monstre? Parce que c'est, au fond, toute notre persona, notre faux self, notre personnalité, qui est basée sur les peurs profondes, sur les peurs les plus archaïques de notre système. Le frisson qu'évoque la lune évoque la peur, bien sûr. Cette généalogie des monstres qu'évoque le mythe nous dit que ce sont des forces de destruction, des forces qui viennent des profondeurs de l'inconscient et qui n'ont jamais connu, au fond, la lumière.
Et puis, l'écume des flots, comme Aphrodite, nous dit autre chose. Elle nous dit cette capacité de séduction que tu as développée, cette capacité d'aimer, au fond, dans la superficialité, empêche le véritable amour. On sait aussi que parfois le soleil qui est en rapport avec le lion a la même taille que la lune, la pleine lune. Donc au fond, ce lion, c'est cette personnalité que nous avons tous, que nous croyons accomplie, que nous croyons charismatique, que nous croyons aimante, mais qui en fait, par son attitude d'orgueil en réalité, ou d'autosatisfaction, empêche une plus grande liberté d'aimer, et surtout, elle ne voit pas qu'elle est fondée sur des peurs les plus profondes. Autrement dit, notre identité est construite sur notre peur du vide, sur une angoisse existentielle. Donc c'est ça que va devoir constater et voir Hercule lorsqu'il va rentrer dans la grotte et confronter le lion. Donc on imagine à quel point c'est un travail difficile. Et que la lumière de sa propre conscience va être insuffisante. Qu'est-ce qui sera insuffisant également ? Ses armes. Il va envoyer des flèches sur la peau du lion invulnérable. Or, les flèches, c'est précisément nos intuitions fulgurantes. Donc bien sûr, on aura quelques intuitions parfois de notre incroyable autosatisfaction en tant que personne, mais ça ne va rien changer. On pourra aussi, l'épée lui a été donnée par Hermès, donc il va donner un coup d'épée, donc c'est l'épée de la discrimination, de l'analyse. On va aussi, bien sûr, pouvoir s'interroger, mais se questionner, s'analyser, mais ça c'est largement insuffisant, nous dit le mythe. Qu'est-ce qui va commencer à faire bouger le lion ? C'est un coup de massue sur la tête. Autrement dit, c'est un événement traumatisant, c'est un événement dramatique, inattendu. Alors ça peut être une maladie, ça peut être une perte d'enfant, ça peut être un accident, ça peut être quelqu'un qui nous dit tout à coup quelque chose qui nous étrangle de stupeur. Bref, c'est quelque chose qui nous prend par surprise et qui bouscule nos certitudes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Le lion va entendre ses oreilles qui lui tintent. Il va commencer à écouter ses voix intimes, ses voix intérieures. Vous savez, oreille, oreillette, on se rapproche du cœur lorsqu'on écoute en profondeur. Et à ce moment-là, il va se diriger vers la grotte. Alors c'est bien se diriger vers la grotte, mais c'est pas facile. Et pourquoi ? Parce que lorsque Hercule, habillé d'une peau de lion, va rentrer dans la grotte pour poursuivre le lion de Némée, celui-ci va fuir par l'autre entrée. Autrement dit, dès qu'on se pose pour se regarder en face sans tricher, tous les systèmes de fuite se mettent en place. Alors, il peut être important de les analyser, de les représenter. Lorsque je me pose et que je me regarde en face sans tricher, qu'est-ce que je fais ? J'ai envie surtout si vous êtes une femme, de téléphoner à une copine. Si vous êtes un homme, vous vous enfermez dans le silence, ou vous regardez un film, ou vous allez surfer sur Internet, ou vous allez, tiens, ce serait bien d'aller marcher, ou ce serait bien d'aller au cinéma, ou d'aller faire ce bricolage que j'ai toujours envie de faire et que j'ai jamais encore fait. Bref, il y a plein d'idées, il y a plein d'envies, le mental est foisant, il y a plein de systèmes de fuite qui se mettent en place. Évidemment, une fois qu'on le fait, on se dit « Oh, c'était pas très important, finalement ». Donc, se regarder en face sans tricher, c'est boucher une entrée de la grotte et rentrer par l'autre. Alors il y a un point très important, c'est que Hercule rentre sans armes dans la grotte. Autrement dit, on ne peut pas se confronter soi-même, se regarder en face les yeux dans les yeux, si on est dans la violence, si on est dans l'agressivité, si on est dans la volonté. Le seul mantra en réalité qui fonctionne lorsqu'on est dans cet état s'écrit avec 3 lettres, O-U-I. Donc c'est un oui sans réticence, sans limite à tout ce qui surgit, qui va nous permettre de nous accueillir tel que l'on est. Sans armes, parce que c'est très important, c'est-à-dire sans batailler contre soi-même, sans volonté, sans vouloir se changer, puisqu'on l'a vu, le doigt qui désigne ne peut pas se désigner lui-même.
Donc c'est en s'ouvrant sans concession, sans limite, sans arrière-pensée à tout ce qui surgit, avec ce courage-là, en réalité, que l'on voit une chose, que l'on peut enfin se regarder en face, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On s'étrangle de stupeur. On s'étrangle de stupeur. C'est-à-dire, on réalise que je est un autre. C'est-à-dire, ce que je suis n'est pas ce que je croyais être. Et là, à ce moment-là, c'est symbolisé dans le mythe par le fait qu'Hercule étouffe le lion de Némée. Lorsqu'on s'étouffe, qu'est-ce qu'on fait? On se coupe la parole. C'est-à-dire, celui qui ne manquait pas d'air, à présent, manque d'air. C'est-à-dire, on arrête tous les systèmes de justification, tous les systèmes d'explication, tous les systèmes de bavardage, évidemment. Bref, tout ce qui vient de la parole et qui nous emmène en permanence dans des systèmes de justification, de critique de nos attitudes, les nôtres ou celles des autres, tout ça, c'est étouffé. Dans étouffer, on entend aussi en français j'ai tout fait, j'ai tout fait. Donc cette propension que nous avons à tout contrôler, à être dans un système de maintien de notre existence au top de ce que l'on croit devoir être ou croit pouvoir être. Un jour, en séminaire, une personne, je racontais cette histoire, ce mythe, et une personne m'a dit, oui, quand je me suis vu tel que j'étais, je me suis étranglé de stupeur. C'est ça, l'étranglement. C'est un combat difficile, c'est pour ça qu'Hercule s'endort pendant 30 jours après ce combat-là. Alors l'endormissement, c'est quoi? C'est bien sûr une petite mort, mais c'est surtout le fait que lorsqu'on en est arrivé là, le psychisme a besoin de se reconstruire. Et pendant le sommeil, le cerveau fait une véritable tempête chimique qui fait que tous nos corps, nos émotions, notre sensibilité va se reconstruire et se remettre en place. Donc Hercule a tué son premier lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a atteint, qu'il ne triche plus avec lui-même, qu'il a découvert sa véritable identité. Mais ça ne suffit pas. Et il va revenir ensuite vers Molorchos, se tresser une couronne de persil. Le persil, c'est l'herbe dans la mythologie grecque qui est née d'un personnage qui s'appelle, dont le nom signifie le précurseur de la mort. Et à partir de son sang, il y a du persil qui est poussé. Donc il se tresse une couronne du persil, ce qui marque bien sa victoire sur la mort. Et ensuite, il va voir Molorchos, et Molorchos va changer de métier. Après cette rencontre avec Hercule, son nom signifie planteur d'arbres. Or, c'est un berger. Là encore, on voit bien qu'on a un changement important, c'est-à-dire la présence d'Hercule qui a découvert sa véritable identité, son identité profonde, va permettre aux autres de révéler leur vraie nature. Et Molorchos, qui veut dire planteur d'arbres, va, après cette deuxième rencontre, planter la forêt de Némée, où auront lieu d'ailleurs les Jeux de Némée. Donc lorsque quelqu'un est dans sa véritable nature, il aide naturellement par sa simple présence les autres à devenir ce qu'ils sont. C'est ça que nous dit le mythe en réalité. Ensuite, Hercule va aller vers Tirynthe, il va ramener le lion en le traînant derrière lui. Et à ce moment-là, il faut bien une interdiction pour dire une impossibilité. Eurysthée va lui dire « Non, tu ne rentres plus dans la ville ». Autrement dit, lorsque la personne a trouvé sa véritable identité, elle n'appartient plus à ce monde. Donc elle est dans ce monde, mais elle n'est plus de ce monde, pour reprendre la phrase biblique. Donc à ce moment-là, bien sûr, les travaux sont donnés devant la porte de Tirynthe, et Hercule ne rentre plus dans la ville. Et enfin, pour s'ouvrir à la dernière étape du mythe, de l'histoire, Hercule prend... Comment il va dépecer la fameuse peau? On nous dit que sur une inspiration divine, il va prendre la griffe du lion. Or, la griffe, c'est quoi? C'est la signature. Un vêtement griffé, c'est un vêtement signé. Donc, dorénavant, les initiatives d'Hercule se feront sous l'impulsion divine,
de cette fameuse glyphe seront la signature du divin, seront la signature de son âme, et non plus la signature de sa personne. On a un bel exemple au Moyen-Âge, où on sait que les œuvres qu'on trouve aujourd'hui dans les églises, les vierges sculptées, les saints, etc., ne sont jamais signées. C'est-à-dire, alors que contrairement aujourd'hui, les œuvres sont signées à tel point que c'est la signature qui fait parfois la valeur de l'œuvre. Donc aujourd'hui, dans un monde qui met l'accent sur la personne, c'est la signature qui est importante. Au Moyen-Âge, dans un monde qui mettait l'accent sur cette cosmogonie chrétienne, sur l'imitation du Christ, on ne signait pas, parce que simplement, ce n'est pas nous qui œuvrons, c'est l'œuvre qui œuvre à travers celui qui produit une œuvre. Donc c'est ce premier travail qui consiste à changer d'identité. Hercule va s'habiller de la peau du lion de Némée. Némée veut dire de la clairière. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a construit un espace de lumière dans la jungle de ses représentations. Donc on voit que ce travail est difficile. Pour vous en rendre compte, je vous invite par exemple à aller dans la forêt, de faire un sac de médecine, c'est-à-dire un cercle avec des branchages autour de vous qui fait à peu près, je ne sais pas, 6-7 mètres de diamètre, de vous mettre au centre. Donc vous êtes dans le soleil, c'est le glyphe du soleil, le cercle avec le point au centre. Et dans cet espace solaire, la règle est à l'extérieur, vous ne pouvez pas sortir, et à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez, en ayant un peu de nourriture, en restant 3, 5, 7 ou 9 jours. Et à ce moment-là, on ne peut plus tricher. On est en relation avec soi-même, et on voit bien tout ce qui se passe. Évidemment, sans smartphone, et sans téléphone, et sans toutes ces distractions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et ça peut être une condition pratique pour confronter le lion de Némée dans sa grotte intime. Et atteindre à cette nouvelle naissance que propose le mythe. Mais bien sûr, il faut faire attention. Ne le faites que si vous avez reçu l'appel. Sinon, ce serait juste se mettre dans une situation périlleuse où des peurs vont ressurgir, etc. Des peurs vont ressurgir. Mais est-ce qu'on aura le courage de les regarder en face? Plein de choses vont ressurgir en réalité. J'ai fait beaucoup de stages et je trouve que j'ai fait plusieurs fois cela, soit dans le désert, soit dans la forêt, et je trouve que c'est un des meilleurs stages de développement intérieur que j'ai jamais fait. Donc voilà, donc c'est une proposition en voyant que ce passage du monde du développement personnel au développement impersonnel suppose d'enlever notre première enveloppe. Et la première enveloppe, c'est celle du moi, en réalité, qui, du point de vue de l'âme, du point de vue du soi, du point de vue de notre essence, est un faux self, parce que notre vraie identité, c'est notre identité solaire, c'est l'identité du cœur, qui est invulnérable, c'est-à-dire qui a cette capacité d'aimer sans rien attendre au retour, et qui est suffisamment dans un espace de paix, de joie, de plénitude, pour ne plus être sensible aux attaques du monde extérieur. Donc c'est une invulnérabilité qui augmente en réalité notre sensibilité, mais qui nous permet de nous réfugier en permanence dans cet espace-là, et à partir de cet espace-là, les 11 autres travaux vont pouvoir se mettre en place. Donc on voit qu'ici que le mythe nous dit cette première porte, cette première étape n'est qu'un commencement pour aller, je l'évoquais tout à l'heure, vers les sommets de la conscience que l'être humain peut accomplir et qui se fera dans le 10e travail.